Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères dévoile sa vision pour réformer la Commission de l'Union africaine. Autre actualité nationale, une conférence sur la reconstruction du Japon et la paix durable à l'Institut d'études diplomatiques. Au Nouvel Mondial à présent aux États-Unis, le Major League Soccer, Lionel Messi sacré meilleur joueur 2024. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, mentionné dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait une déclaration au cours de sa visite au Royaume du Maroc dans laquelle il a exposé bien brièvement sa vision pour réformer la Commission de l'Union africaine en cas de victoire. À cet égard, il a souligné qu'un certain nombre de réformes adoptées depuis 2017 par les dirigeants africains n'ont pas encore été mises en œuvre d'une manière effective. Concernant la mobilisation des ressources financières de l'Union africaine, le ministre a indiqué que 60 à 70% des programmes de développement africains sont financés de l'extérieur, insistant sur la nécessité de changer cette situation. Il a exprimé que la mobilisation de ces ressources devrait viser à renforcer la capacité de l'Union à financer ses projets de développement d'une manière autonome tout en réduisant sa dépendance au financement extérieur. Cela devrait se faire par le renforcement de la coopération entre les États africains et le développement de mécanismes innovants pour attirer les investissements et développer les ressources internes. Il a ajouté que ce qui manque à la situation actuelle est la volonté politique, appelant à alléger la charge de quelques pays qui supportent le coût, à l'instar du Maroc qui contribue à hauteur de 7,2% du budget de l'Union africaine. D'autre part, le ministre a évoqué la performance de la Commission de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda de l'Union africaine jusqu'à l'horizon 2063, appelant à davantage de consultations pour trouver des solutions profondes aux divers problèmes auxquels le continent est confronté. Il a souligné l'importance d'améliorer la coordination entre les États membres et les instances concernées afin de garantir la mise en œuvre effective des projets de développement et d'atteindre les objectifs ambitieux de l'agenda africain. En conclusion de sa déclaration, le ministre a réaffirmé son engagement à fournir tous les efforts nécessaires pour faire progresser l'Union africaine et la porter au niveau attendu. Il a souligné son plein engagement à renforcer le rôle de l'Union face aux défis communs, à promouvoir le développement durable et à encourager la coopération entre les États membres dans l'intérêt des peuples africains. Autre actualité mentionnée dans le titre, le 5 décembre 2024, une délégation officielle djiboutienne conduite par son Excellence le ministre de l'Intérieur, accompagné par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, a été reçue à Ankara par son Excellence le ministre de l'Intérieur de la République de Turquie dans le cadre d'une réunion de travail. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Les échanges ont porté sur des enjeux stratégiques tels que la gestion des migrations irrégulières, la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que les mécanismes de réponse aux crises et aux catastrophes. Dans le cadre de cette visite, la délégation djiboutienne a également eu l'opportunité de découvrir plusieurs institutions turques de premier plan, notamment la direction de l'immigration, la police technique et scientifique, la direction de la gestion des catastrophes pour partager des expériences sur la prévention et la réponse aux situations d'urgence, la direction des forces spéciales, un acteur clé dans les interventions stratégiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Djibouti et la Turquie, marqué par un engagement commun à renforcer les liens entre les deux pays et à relever ensemble les défis sécuritaires régionaux et internationaux. Le mercredi 4 décembre 2024 a eu lieu la troisième édition de la JKHR Lecture au sein de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Djibouti, dont le thème de cette troisième édition était la reconstruction du Japon et l'après-guerre et la consolidation de la paix, qui est exposé par le professeur Hideaki Shinoda, maître conférencier de renom de l'Université de Tokyo sur la politique des affaires étrangères. Était présent l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Japon à Djibouti, M. Keiichi Hara,
Le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahdi Obsi Bouh, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Hassan, et le représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Masayuki Kaneda. Rappelons que cette même conférence a été dispensée à l'Université de Djibouti pour les étudiants de l'université ainsi que le doyen de la faculté. L'honorable Abdi Seki, en sa qualité de vice-président de l'UPA, a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme. Cette cérémonie intervient dans le cadre de la deuxième journée du dialogue international sur la lutte contre le terrorisme, dont les travaux se sont déroulés au sein du Parlement italien et ont abouti à l'adoption d'une série de mesures pour renforcer et consolider les acquis et jeter les bases d'une nouvelle stratégie de coopération contre le terrorisme. Cette signature marque l'aboutissement d'un long processus acté par 2 jours d'intenses travaux et de réflexion et de débats autour du combat contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme violent, les moyens de contrer l'expansion de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies à des fins terroristes. En outre, ce mémorandum d'entente témoigne de la volonté commune et conjointe de l'UPA et des Nations Unies, particulièrement son bureau spécial de lutte contre le terrorisme, de devoir conjuguer leurs efforts pour une lutte coordonnée et efficace à tous les niveaux. Une étape marquante pour le paysage politique djiboutien. Mohamed Farah Samatar a été officiellement investi en tant que président du parti Centre démocrate unifié, la CDU. La cérémonie qui s'est tenue au La Hall à Balbala a rassemblé des figures politiques, des membres de la société civile ainsi qu'un large public venu témoigner de cet événement historique. Le Centre démocrate unifié, fondé en 2012, s'est positionné comme une force politique de changement, prenant une approche équilibrée et démocratique face aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays. Sous la présidence de Mohamed Farah Samatar, le parti ambitionne de renforcer sa présence sur la scène nationale et de promouvoir des politiques répondant aux aspirations du peuple djiboutien. Le président a également exprimé sa gratitude envers ses prédécesseurs et a rendu un hommage solennel au héros national, M. Omar Elmi Khairé. Les intervenants lors de cette cérémonie ont salué le parcours de Mohamed Farah Samatar, le décrivant comme un leader visionnaire et engagé. Avec cette investiture, la CDU entame une nouvelle phase de son développement, déterminée à jouer un rôle majeur dans le futur politique de Djibouti. On écoute les propos de M. Mohamed Farah Samatar qui a souligné l'importance de l'unité nationale, de la démocratie et de l'équité sociale. C'est un moment crucial dans le parcours politique de notre formation qui a 12 ans d'existence et qui est dans sa 3e présidence conformément à la ligne politique du parti. Le CDU ne lâchera jamais et va continuer à bâtir et à participer au développement du pays. En ce jour où je prends la responsabilité d'assumer la plus haute responsabilité du parti, je me sens dépositaire d'une espérance. Le 26 octobre, les militants du CDI ont exprimé leur volonté de changement. De ce fait, je suis décidé à placer mon mandat qui commence sous la ligne de la dignité, de la simplicité, de la fidélité aux valeurs essentielles de notre parti. Je n'aurai d'autre ambition que de rendre les militants et militantes plus unis, plus égaux. Je ferai tout pour être impartial. Et je ferai tout pour que notre démocratie soit affermie et mieux équilibrée. L'objectif du CDU est avant tout maintenir la paix et le développement du pays. C'est ensuite promouvoir l'évolution démocratique et la coexistence de la population. La Fédération djiboutienne de football a tenu aujourd'hui au Centre technique national son assemblée générale ordinaire et élective pour élire le président de la Fédération djiboutienne de football et le comité directeur.
Cet événement a rassemblé les membres de la fédération, des représentants des clubs ainsi que des représentants de la FIFA et du CAF. 38 délégués des clubs et représentants des ligues régionales de football se sont présentés aux urnes pour élire la liste conduite par l'ancien président de la FDF, M. Suleiman Hassan. L'Assemblée générale a ensuite procédé aux élections pour désigner le nouveau président de la fédération après un scrutin transparent et démocratique. La liste du président démissionnaire Suleiman Hassan Ouabri a été élue avec unanimité de 37 voix pour un nouveau mandat de 4 ans. Après un scrutin transparent et suivi depuis les réseaux sociaux, la commission électorale indépendante a proclamé le résultat de l'élection en faveur de la liste de Suleiman Hassan Ouabri. À la liste conduite par M. Suleiman Hassan Ouabri, une voix a été nulle. Donc, vu ce résultat, vu les articles des statuts et du code électoral de la Fédération djiboutienne, la commission électorale indépendante déclare que la liste conduite par M. Suleiman Hassan Ouabri est élue pour 4 ans. On écoute la réaction de la présidente du comité olympique de Djibouti. Au nom du mouvement olympique et sportif djiboutien, je tiens à féliciter M. Ouabri qui vient d'être réélu à la tête de la fédération. Mes sincères félicitations pour l'organisation de cette assemblée générale qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Monsieur le Président, votre détermination et vos efforts ont porté leurs fruits. Toutes ces années de travail et de dévouement sont enfin récompensées. Monsieur le Président, c'est sous votre direction éclairée que le football djiboutien a connu un essor remarquable. Vous avez développé des programmes de formation des entraîneurs, des arbitres. Ces jeunes arbitres dont nous sommes fiers aujourd'hui voyagent aux 4 coins du continent pour officier à des matchs. La formation de jeunes talents, notamment dans les catégories U12, 13, 14, 15 et 16, a également été une priorité. Ces jeunes joueurs représentent aujourd'hui l'avenir de ce sport et grâce à votre leadership et à celle de votre équipe dynamique, vous leur avez offert de meilleures conditions pour s'épanouir. Vous avez le soutien de la République de Djibouti pour votre candidature de la FIFA. Je vous remercie. On écoute à présent le président élu qui a remercié tous les participants et les membres pour leur engagement et leur soutien. C'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de remercier avant tout Dieu, Allah. Shukran, 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 Dieu merci. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. De son leadership visionnaire et son soutien indéfectible au développement du sport dans notre pays, pour votre engagement en faveur de l'épanouissement des jeunes, de l'inclusion sociale et du rayonnement international de Djibouti est une source d'inspiration pour nous tous. À Madame la Première Dame, Hoyo Khadra Mohamed Haïd, je tiens
à exprimer ma reconnaissance pour son rôle actif dans la promotion de valeurs de solidarité et de justice sociale, qui trouvent également un écho dans le monde du sport. Vos efforts constants pour accomplir les projets porteurs de changements sont admirables. Mes remerciements vont également à l'ensemble du gouvernement qui, sous votre impulsion, Monsieur le Président, ne cesse de créer les conditions favorables à la progression de notre société dans tous les domaines, y compris celui du football. Je tiens à exprimer mes remerciements à ma profonde admiration à Madame Aïcha Alegrad, dont le leadership inspirant et reconnu est un véritable moteur pour le développement du sport dans notre pays. Sous son encadrement éclairé, les différentes fédérations sportives et en particulier la Fédération djiboutienne de football ont constitué un dynamisme sans précédent, son dévouement à promouvoir les valeurs du sport, sa capacité à fédérer et à mobiliser les énergies autour des projets ambitieux et son engagement constant en faveur de l'excellence sont des exemples qui nous galvanisent tous. Unis pour une vision commune, nous devons concentrer nos énergies sur le travail, l'amélioration continue et le développement durable de notre football. En mettant de côté nos divergences, nous ouvrons la voie à un avenir prometteur où chaque effort sera orienté vers l'excellence et l'accomplissement de notre ambition collective. Place désormais à l'unité, à l'action et au progrès pour la fédération et pour notre nation Djibouti que nous aimons tous. Santé à présent, le ministère de la Santé, par le biais de la région sanitaire d'Arta et en étroite collaboration avec la sous-préfecture de Damerjog et l'association Vivre avec le diabète, ont partagé une cérémonie de clôture, ont organisé une cérémonie de clôture des activités planifiées à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui s'est tenue au poste de santé de Damerjog. Cette cérémonie a vu la participation du sous-préfet de Damerjog, M. Abdi Hassan Ahmed, le médecin-chef de la région sanitaire d'Arta, le Dr Yacoub Hussein Ardeye, M. Idriss Moumin Abdi, responsable du centre de formation des enfants à besoins spéciaux, ainsi que les chefs coutumiers de la sous-préfecture de Damerjog. Le ministère de la Santé, à la sous-préfecture de Damerjog et l'association avaient lancé le 14 novembre 2024 plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation pour renforcer la connaissance de la population sur le diabète et les comportements à adopter. Pour renforcer son programme de dépistage contre le diabète, le CMH d'Arta a mis en œuvre une vaste campagne de dépistage communautaire dans la sous-préfecture de Damerjog. Plus de 2000 personnes de tous les âges ont pu bénéficier de ces dépistages contre le diabète. Le sous-préfet de Damerjog et le médecin-chef de la région d'Arta ont salué l'engagement de l'association djiboutienne de soutien au diabète, des experts et des partenaires pour leur soutien indéfectible. Ces collaborations sont essentielles pour renforcer l'éducation, la prévention et le bien-être des personnes diabétiques en République de Djibouti, ont-ils indiqué. Une importante délégation de l'UNICEF conduite par la représentante Mme Beat Dastel s'est rendue ce mardi 3 décembre 2024 à Dikil afin de visiter plusieurs localités de cette région ayant bénéficié de leur programme au cours des 2 dernières années. À leur arrivée, la représentante Mme Beat et sa délégation ont été accueillis en premier lieu à la préfecture de Dikil, notamment par le préfet de la région, M. Hassan Abdelrable. Après cette visite de courtoisie chez le préfet, la délégation s'est rendue au conseil régional de Dikil, où elle a été également chaleureusement accueillie par le président par intérim du conseil régional, M. Ibrahim Gouro, et le secrétaire général de cette institution, M. Abdallah Mohamed. Un accueil populaire marqué par des animations culturelles a été réservé à la représentante et son staff. Le lendemain, la délégation de l'UNICEF s'est rendue dans la sous-préfecture d'Assaïla, à laquelle elle a pris part à une importante cérémonie de lancement du programme de la VGP, initiée par l'UNFD, représentée ici par son secrétaire général, Mme Fatouma Moussa. Cette cérémonie a été également marquée par la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, des parlementaires ainsi que les autorités locales, dont le préfet et le président du conseil régional de Dikil. Poursuivant sa mission, la représentante de l'UNICEF, accompagnée du président par intérim du conseil régional,
du sous-préfet Khadas Aïla et du médecin-chef de Dikil se sont rendus dans la localité de Sankal. Les infrastructures visitées par la délégation sont les classes réhabilitées de l'école primaire, les latrines réalisées dans le cadre du projet d'urgence, le poste de santé et forage alimentant le village à l'aide du système solaire. Avant de retourner sur le chef-lieu, la délégation s'est entretenue avec la population de Sankal, composée des hommes et femmes, mais aussi des jeunes, et cela afin de connaître leurs préoccupations. Enfin, la représentante de son staff technique ont pu clôturer cette tournée dans la sous-préfecture de Yoboki en traversant le village d'Abaïtou, où l'UNICEF a financé la construction d'un collège fondamental ainsi que d'autres programmes visant à soutenir les jeunes filles ayant très tôt abandonné leurs études scolaires. Voici les propos de la représentante de l'UNICEF, Mme Beate Dastel, qui s'est réjouie de cette tournée dans la région de Dikil. Je suis vraiment ravie d'être ici à Sankal, à Dikil, à côté des autorités de la communauté, et je salue toutes les autorités et la communauté pour leur implication dans notre travail. On a plusieurs programmes ici, surtout autour de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène. On est investi dans les forages, par exemple, et on a vu les difficultés de la communauté par l'accès à l'eau. Et on a aussi travaillé beaucoup dans les programmes de nutrition. On est ici ensemble avec le cadre, nos collègues de la santé pour le dépistage des enfants. Et on a beaucoup travaillé pour éviter la malnutrition, surtout aiguë sévère et aussi modérée. Et on a trouvé quand même beaucoup d'investissements dans l'éducation. Je suis très fière de ça. On a créé plusieurs salles pédagogiques et on a plusieurs classes primaires, 2 classes primaires maintenant et 2 classes préscolaires. Et ça nous donne une grande fierté. Et je suis fière par rapport aux résultats. Je voudrais remercier tout le monde, la communauté et les autorités d'être à côté de nous. On reste fortes ensemble. Merci beaucoup. Après le plan national, le premier plan national de développement SCAP 2015-2019, le deuxième plan Djibouti ici 2020-2024 arrive à son terme dans quelques semaines. Ce PND est composé de 3 axes stratégiques alignés sur les priorités de la vision Djibouti 2035 et l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable. Il couvre la période 2020-2024 en tant que document de référence pour toutes les autres planifications nationales. Conformément au principe de gestion axé sur les résultats et en vue de l'élaboration du 3e plan quinquennal 2025-2029, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie procède donc à des consultations avec toutes les parties prenantes pour réaliser un bilan du PND Djibouti ici. L'objectif de cette revue est d'apprécier le progrès vers l'atteinte des objectifs fixés par le PND, de dégager les forces et les faiblesses, ainsi que les acquis, contraintes, les leçons apprises et de formuler des recommandations pour l'élaboration du prochain PND 2025-2029. Après les consultations qui ont été organisées à Djibouti-Ville durant un mois avec tous les acteurs du développement autour des thématiques portant sur les sociales, le secteur productif, les infrastructures, la gouvernance, la capital humain, l'environnement et le numérique, l'exercice de revue sera mené dans les régions. C'est dans ces cadres que la direction de l'économie et du plan du ministère de l'économie et des finances est déplacée à Obok le jeudi 5 décembre 2024 pour mener des entretiens avec les différentes catégories d'acteurs clés de la région tels que les élus locaux, les représentants des services techniques déconcentrés, des ministères sectoriels, les représentants des associations civiles de la société civile d'Obok. Il s'agit de recueillir les attentes et les besoins de populations, les progrès réalisés dans le cadre de programmes et projets mis en œuvre dans cette région pendant la période sous revue en matière d'infrastructures socio-économiques, accès à l'eau, l'éducation, la santé, le logement décent. On écoute à présent le propos du préfet de la région d'Obok qui a indiqué qu'il s'agit de recueillir les attentes et les besoins de la population. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est très important. Très important pour vous et surtout très important pour moi, pour que je puisse vous aider et pouvoir chercher vos droits. C'est très important. C'est très important d'avoir des lois, des textes aussi, pour réglementer votre profession. Ce don que Dieu vous a donné doit être maintenant une profession. Avant, si c'était un passe-temps, maintenant il doit être vraiment une profession
et vous pouvez normalement vivre de ça, hein, de votre don. Et Inch'Allah, aujourd'hui, beaucoup de questions vous seront posées. Ce n'est pas seulement un atelier, c'est pas seulement une formation, c'est surtout une concertation aussi. Il y a aussi une autre équipe qui est avec nous et qui va faire un inventaire du patrimoine culturel de la région d'Obok. Je vous remercie. Toujours au nord du pays, à Tadjoura, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Filière agricole résilient, l'unité de gestion du projet du ministère de l'Agriculture poursuit ses ateliers de sensibilisation et d'information dans la région du Nord. Le mercredi 4 et jeudi 5 décembre, des ateliers ont été organisés à l'intention des éleveurs, producteurs agricoles, investisseurs du secteur et autorités locales. Des sessions qui faisaient suite à celles tenues dans les régions du Sud la semaine dernière qui visaient à renforcer la compétitivité et les résiliences des filières agricoles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement économique durable. Le lancement des ateliers s'est déroulé en présence de M. Mohamed Hamad Abbas, préfet de Tadjoura. M. Balagoïta Saïd, coordinateur principal du projet d'appui des filières agricoles résilientes, a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir les producteurs et investisseurs. Il a indiqué le coordinateur régional, le coordinateur principal du projet, M. Balagoïta, a également ajouté, il a souligné que le projet phare représente une opportunité clé pour la région en permettant non seulement l'amélioration des pratiques agricoles et d'élevage, mais aussi en créant des synergies entre les différents acteurs du secteur. Ce projet est essentiel, a-t-il ajouté, pour soutenir nos éleveurs et producteurs agricoles dans la région des risques climatiques et pour encourager l'investissement dans des filières durables. Le préfet a souligné que cette nouvelle orientation politique en matière de développement agricole vise à améliorer la compétitivité et à répondre aux besoins du marché local. Cet événement représente bien plus qu'une simple réunion. Il symbolise un tournant pour notre région et pour tout Djiboutien. Un tournant qui porte l'espoir de voir notre secteur agricole se transformer, se renforcer et prospérer même face aux défis majeurs qui constituent le changement climatique. Je souhaite commencer pour exprimer ma gratitude à l'ensemble de partenaires, notamment la Banque mondiale, pour leur soutien financier et leur engagement envers le développement durable de notre pays. Je tiens également à remercier le ministre de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, et plus particulièrement ses équipes, pour avoir initié et piloté ces projets ambitieux et visionnaires. Aujourd'hui, cet atelier est l'occasion de vous présenter en détail sur le projet phare et ses différentes composantes. Il s'agit de comprendre comment il s'articule autour du soutien à l'investissement agroalimentaire, de l'amélioration de l'accès au financement pour les agriculteurs, pour la compétitivité. Nous aborderons également la question essentielle de l'introduction des technologies agricoles adaptées aux conditions climatiques, notamment un aspect qui, je le crois, changera radicalement notre façon de cultiver, de produire et nous faire préparer aux aléas climatiques. Il y a 4 composantes. De ces composantes, l'un des enjeux de ces activités ou de ces projets est de sensibiliser et impliquer activement les parties prenantes locales. Dans le sillage de ce jour d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une formation pour le comité de gestion communautaire de Tadjoura. Une initiative qui vise à renforcer les capacités locales pour la prévention de violences basées sur le genre et l'orientation des victimes. La formation permet aux relais communautaires de jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la protection des populations vulnérables, en particulier des femmes et des filles. Cette action s'inscrit dans une campagne nationale qui s'étend aux 5 régions de l'intérieur avec pour objectif de bâtir une société plus inclusive et respectueuse des droits humains.
On revient au sud du pays à présent, à Ali Sabié, où le programme de développement et de détection de jeunes talents se poursuit sur le grand terrain Arrêt, situé dans la région d'Ali Sabié. Ce programme, organisé par la Fédération djiboutienne de football, permet à des jeunes footballeurs talentueux de la région de bénéficier de formations de qualité dispensées selon les normes internationales et sous un encadrement technique professionnel. Ces jeunes représentent environ un cinquième des talents émergents de la région d'Ali Sabié qui ont eu l'opportunité de perfectionner leurs compétences grâce à l'expertise des techniciens présents. Lors d'une interview, les formateurs ont exprimé leur gratitude envers le secrétaire d'État au sport qui veille au bon déroulement des séances d'entraînement ainsi qu'à la Fédération djiboutienne de football pour avoir initié ce programme national en faveur des jeunes footballeurs. L'objectif est que d'ici 2026, chaque association membre dispose d'au moins une académie ou un centre d'excellence. Il servira également à accompagner les équipes nationales, l'identification des talents, les entraîneurs de haut niveau et les compétitions structurées. Pour cette deuxième phase de détection des jeunes talents passés entre les mains des techniciens de la fédération dans le cadre de la campagne nationale de détection. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre des efforts de lutte contre la contrebande. Les brigades mobiles de douane, en collaboration avec l'école militaire de Holhol, ont intercepté une importante quantité de 4 et de 10 colis que les contrebandiers tentaient d'acheminer vers la capitale. Cette cargaison a été immédiatement détruite et incinérée par les équipes mobiles de la douane et les militaires de l'école militaire de Holhol. Aux nouvelles mondiales à présent, à Gaza, les forces israéliennes ont donné de l'assaut sur l'hôpital Kamal Adwan. Les forces israéliennes ont pris d'assaut cet hôpital à Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, dans la nuit de vendredi à samedi, expulsant une partie du personnel et des occupants avant de se retirer, a déclaré le directeur de l'hôpital. L'attaque a débuté par une série de frappes aériennes sur les côtes ouest et nord de l'hôpital, accompagnée de tirs intensifs, a déclaré son directeur Hussam Abou Safia. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire immédiat. L'OMS a déclaré que les forces israéliennes avaient bombardé l'hôpital Kamal Adwan. Les Palestiniens affirment qu'Israël prévoit de créer une zone tampon le long des frontières nord de Gaza après avoir dépeuplé la région. Je vous le disais dans le titre, à 37 ans, Lionel Messi continue de réécrire l'histoire. L'octuple Ballon d'Or a été sacré meilleur joueur de la Major League Soccer après une première année impressionnante aux États-Unis. Avec 20 buts et 16 passes décisives, il a permis à l'Inter Miami de dominer la saison régulière, terminant en tête avec un record de 74 points. Le trophée London Donovan a été décerné au joueur argentin ce vendredi. Avec 38,4% des votes, Messi a dévancé des talents comme Cucho Hernandez et Christian Benteke. Son impact va bien au-delà des chiffres selon le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber. En 2024, Messi a mené l'Inter Miami à des records historiques et l'Argentine à la victoire en Copa América. Malgré une élimination surprise au premier tour des playoffs face à Atlanta, Messi a marqué la MLS de son empreinte. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.